Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, qui se préoccupe de rendre accessibles les éléments de notre patrimoine qui ont façonné l'histoire de la région et la vie quotidienne de ses habitants, ainsi qu'avec la participation financière de la résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu, qui accompagne et soutient les familles endeuillées depuis plus de 3 décennies avec respect et compassion. Ici Mélissa Raté, cette semaine à mémoire de lieu, la Maison des bâtisseurs, anciennement l'édifice de l'Hôtel de Ville d'Île-Maligne. Bien situé sur la route régionale 169, ce bâtiment demeure un incontournable pour le patrimoine architectural de la ville d'Alma. Pour nous raconter son histoire avec nous, la directrice générale de la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, Anne-Julie Néron. Bienvenue, merci beaucoup d'être là. Merci. Évidemment, quand on passe devant la Maison des bâtisseurs, on a toujours des bons mots. On s'entend qu'on est assez choyé d'avoir un bâtiment historique comme celui-ci chez nous à Alma. Absolument. Puis si on se ramène un peu en arrière, on peut s'imaginer aussi que si on habitait dans le coin, sur une terre agricole, dans les années 30-40 et qu'on arrivait à Île-Maligne, ça devait quand même donner un très beau coup d'œil. Évidemment, très impressionnant. On revient dans les années 30 parce que c'est à ce moment que tout a débuté pour la Maison des bâtisseurs. C'était quoi la vocation première de ce bâtiment-là? Peut-être aussi nous dire quelle était l'année de construction. Ça a été construit en 1936-37. C'était l'Hôtel de Ville d'Île-Maligne, qui était une ville de compagnie qui appartenait à la compagnie Altran. Ouais. Donc, de 1924 à 1937, les rencontres du conseil municipal avaient lieu dans les bureaux d'Alcan, qui possédait les barrages, mais aussi les terrains de la municipalité. Et là, on a décidé de construire cet édifice-là. Et les travaux sont échelonnés sur plusieurs mois parce qu'il y a eu un incendie pendant la construction. Donc, il a fallu recommencer. Les travaux ont coûté au total 38 000 et c'est en juin 1937 là, que la maison a été, l'édifice municipal a été officiellement inauguré. Et au départ, il y avait un clocheton qui était prévu sur le toit de l'édifice, mais il n'a pas été construit. Donc, est-ce que c'est une raison de budget ou à cause de l'incendie? On ne sait pas exactement. Fait qu'on n'a pas vraiment respecté les plans initiaux, mais tout de même... C'est très similaire, mais il y a le mystère du clocheton là, qui demeure. Mais c'était un peu semblable aussi à l'époque, hein? Il y avait, les plans n'étaient pas tout à fait respectés, puis on sentait qu'il y avait beaucoup d'incendies. Hein? C'était des choses qui arrivaient fréquemment. Les incendies étaient effectivement fréquents. Au niveau du respect des plans, je vous dirais que les outils des architectes, généralement, étaient quand même assez performants là, pour... Normalement, les plans sont étaient quand même assez respectés. C'est un bâtiment qui est assez imposant, on le sait, 3 étages, en plein cœur de la municipalité d'Île-Maligne. Il y a plusieurs organismes, il y a plusieurs organisations qui y ont logé au fil du temps. Absolument. Donc, quand c'était l'Hôtel de Ville d'Île-Maligne, il y avait aussi des commerces. En fait, c'était le cœur de la vie sociale et communautaire là, de la ville d'Île-Maligne. Donc, on avait un salon de barbier, un bureau de poste. Il y a eu pendant plusieurs années l'épicerie Connelly qui était située à l'intérieur. Il y a eu les Chevaliers de Colomb qui avaient leurs locaux et notamment leur salle de quai. Il y a beaucoup de gens qui se rappellent d'avoir joué au quai dans le sous-sol. Ouais. Il y a eu la compagnie Saguenay Power également qui a eu ses bureaux. Donc, vraiment, là, pendant l'époque de la ville d'Île-Maligne, c'était un lieu fort important. C'est d'ailleurs le seul endroit commercial de la municipalité. Donc, c'était vraiment un lieu de rassemblement. Il y avait beaucoup de soirées de danse, différentes activités. C'était un lieu qui rassemblait également les protestants et les catholiques, ce qui était à l'époque là, pas toujours fréquent dans la société québécoise. C'est vraiment le cœur de la municipalité. Absolument. Hein? Oui, absolument. Il y a eu aussi, dans les années 60, fusion municipale, ce qui a amené un contexte quand même assez particulier aussi, parce que la vocation municipale a dû changer. Absolument. Donc, avec la fusion d'Alma, Noville, Riverville et Île-Maligne, c'est la fin de la vocation municipale. Donc, il y a plusieurs commerces qui vont y rester plusieurs années, jusqu'à la fin des années 60, même jusque dans les années 70, là, pour la Saguenay Power. La Nouvelle-Ville va racheter l'édifice, donc ça va devenir un édifice qui appartient à la ville, mais ça ne sera plus utilisé pour les activités de la municipalité. Comme pour le conseil municipal et tout ça. Par exemple, c'est ça. Il va se retrouver là, au centre-ville d'Alma. Mais les commerces vont demeurer. Il y
y avait aussi la cour municipale là, qui était là dans les années 50, là, qui va cesser ses activités là, à ce moment-là. Quelques années plus tard, des années 70, il y a la ville aussi qui a voulu se départir du bâtiment. Qu'est-ce qui a amené la ville à vouloir se départir justement de l'édifice? En fait, c'est le gouvernement du Québec qui souhaitait l'acquérir, donc qui va l'acheter en 1972 et qui va y installer le ministère des Travaux publics ainsi que la Sûreté du Québec et le ministère de l'Agriculture et de la Colonisation. Donc, il y a la compagnie aussi Saguenay Power là, qui demeure encore. Donc, dans les années 70, tous les bureaux de l'édifice vont être complètement occupés. Et ça va être vraiment une vocation là, gouvernementale à ce moment-là. Et par la suite, on a pu apprendre quelques années plus tard, quand même, les locaux dans les années 90, le bâtiment a déjà été vide. Absolument. Donc, il commençait à être désuet déjà dans les années 90. Il n'y avait pas fait d'objet de travaux de restauration majeurs. Et on voit là, ces occupants qui cessent de les utiliser. Et au début des années 90, là, le gouvernement du Québec va chercher à s'en départir. Du côté de la ville, on est intéressé à le reprendre, mais il y a quand même là, beaucoup de négociations, là, entre autres au niveau du coût de rachat de l'édifice. J'imagine que c'était quand même assez cher aussi pour entreprendre aussi des rénovations et tout ça, là. Il y avait des travaux effectivement à effectuer, donc il y a eu quand même là, quelques années d'incertitude là, quant au sort de cet édifice-là. Puis, à la fin des années 90, début 2000, il y a quand même les Jeux du Québec qui se sont installés dedans. Il y a aussi Tourisme Allemand-Lac-Saint-Jean. Exactement. Donc, la Ville d'Allemand finit par s'entendre avec le gouvernement et racheter le bâtiment. C'est sûr que c'est un bâtiment de concert avec la Société d'histoire qu'on regardait depuis plusieurs années, puis on s'inquiétait quand même du sort de l'édifice. Et donc, oui, la Ville l'achète et là, il y a les Jeux du Québec qui se déroulent et ça devient les bureaux et donc, ça redevient une possession municipale. La Société d'histoire du Lac-Saint-Jean a toujours été sensibilisée pour la sauvegarde du bâtiment, de cet édifice-là, la Maison des bâtisseurs, qui s'appelle comme ça maintenant. La Société d'histoire qui avait un projet en tête, justement, pour la sauvegarde. Quel était ce projet? On avait un projet, si vous vous rappelez, la Société d'histoire était située au centre-ville, mais elle faisait pas l'interprétation d'un lieu. Donc, c'était vraiment à ce moment-là le Musée d'histoire du Lac-Saint-Jean. Ouais. Et on cherchait d'abord à agrandir les espaces, mais aussi à créer un lieu où on pouvait interpréter le patrimoine industriel. Parce qu'en face de la Maison des bâtisseurs, il y a la centrale hydroélectrique Île-Maligne. Donc, on voulait vraiment en faire ce qu'on appelle un musée de site. Donc, un endroit où on peut interpréter le lieu sur lequel on est situé, interpréter également la ville de compagnie d'Île-Maligne. Donc, c'était un peu l'idée derrière ça, en plus de préserver un bâtiment d'intérêt patrimonial important à Alma. D'ailleurs, tout après avoir acheté le bâtiment, la ville d'Alma va le citer comme bien patrimonial. Donc, c'est quand même une valeur là, légale au niveau du gouvernement aussi. Absolument, absolument. Et là, par la suite, il y a eu toute cette campagne de mobilisation-là, cette campagne auprès de la population, là, justement, pour en venir à présenter la Maison des bâtisseurs. Mais il y a tellement eu de travaux, il y a tellement eu de travail en dedans aussi, là. Oui, exactement. Donc, en fait, pour que la Société d'histoire puisse l'utiliser, notamment comme centre d'archives, comme musée, il fallait aménager l'espace intérieur. Donc, il a fallu d'abord convaincre les autorités en faisant une campagne de financement de 500 000 dans le lieu. Puis, quand les travaux ont commencé en 2002, là, il fallait faire un magasin d'archives, une salle d'exposition. Donc, ça a été fait grâce à une annexe qui a été construite derrière le bâtiment pour conserver la façade d'origine. Donc, tout l'intérieur, l'aménagement des salles d'exposition, les bureaux également ont été là, entièrement refaits là, au début des années 2000. Donc, en 2003, la Société d'histoire s'y est installée. Puis en 2004, c'était la première année d'opération de l'Odyssée de bâtiment. Est-ce que vous pensiez sincèrement que la population allait se mobiliser autant, que le milieu allait se mobiliser autant pour la Société d'histoire? Parce qu'on le sait que c'est une des sociétés d'histoire les plus impliquées au niveau du Québec. Bien, c'était un défi. En fait, c'était le défi que la Société d'histoire s'était lancé, qui a dit en fait au conseil municipal, oui, on va y arriver. Est-ce qu'on pensait y arriver? Je pense qu'à l'époque, on pensait y arriver, mais c'était quand même un gros défi. Puis ça a été le fait de gens extrêmement mobilisés, passionnés pour la cause du patrimoine, là, qui ont vraiment fait des pieds et des mains pour que ça se produise. On voulait en fait prouver tant à la municipalité qu'au gouvernement du Québec, au ministère de la Culture, que oui, on était capable de mener un projet comme celui-là de front. Avant de parler de l'architecture, qui est quand même assez particulière de la Maison des bâtisseurs, on va revenir en 2017, parce qu'en 2017, il y a eu quand même quelques travaux majeurs
au niveau de l'extérieur de la maison des bâtisseurs. Il fallait que ça se fasse évidemment pour garder le cachet particulier. Exactement. En fait, les travaux en 2002, quand on a rénové, c'était vraiment l'intérieur. L'extérieur n'avait pas été touché. Et là, on avait une brique, des cadres de fenêtres qui dataient là, de plusieurs dizaines d'années. Donc, les boiseries ont été refaits. Les cadres de fenêtres en bois ont été entièrement refaits. Ils ont été refaits en bois comme à l'origine. Même chose avec la brique qui a dû être retirée. Et une brique au même fini peigné a dû être Tu sais, avec des proposée. Matériaux modernes, mais il faut garder ce même cachet-là. Absolument. On a d'ailleurs découvert qu'il y a certains des matériaux qui n'existaient plus. Donc, il a fallu faire des compromis là, au niveau de certains matériaux. Mais vraiment, là, tout a été gardé et reproduit à l'original. C'était la commande là, qui avait été faite là, aux entrepreneurs. Ça doit être reproduit à l'original. OK. Puis ça, c'est quand même des travaux majeurs qui ont été faits et qui vont être faits pour les prochaines années. Oui, effectivement, maintenant que c'est fait, il y a quand même là, plusieurs décennies là, sans avoir à y toucher. Anne-Julie, parlons maintenant de l'architecture de la maison des bâtisseurs, architecture qui est vraiment avec un style américain. Absolument, c'est un style colonial américain, un édifice très imposant. Donc, ce qu'on remarque en premier quand on le regarde, c'est la symétrie rigoureuse du bâtiment. Donc, on a les ouvertures, soit les portes et les fenêtres, qui sont vraiment situées aux mêmes endroits. On a les cheminées encastrées des deux côtés de l'édifice, donc vraiment le respect total de la symétrie. On a la colonnade en façade qui donne beaucoup de prestance à l'édifice. D'ailleurs, les colonnes sont faites comme des barils, donc du bois avec un espace vide à l'intérieur. OK. Ensuite, on a aussi beaucoup de détails, beaucoup de soin qui est porté aux ornementations en bois. Donc, si on regarde la corniche qui fait le tour de l'édifice, elle a des modillons dans les bords de toit. Si on regarde les entablements des portes également, donc on voit qu'il y a beaucoup de travail au niveau de l'ornementation. Oui. On a les fenêtres aussi là, qui sont couronnées de briques en soldat, donc notamment les deux fenêtres sur les ailes, les fenêtres sur les deux ailes, pardon. Donc, où on a même une clé au centre. Donc, tous des détails qui ont été reproduits là, comme à l'origine lors des travaux de 2017. Donc, vraiment, on a fait un effort pour conserver le plus possible la façade. Sur le côté où on avait des commerces, notamment une épicerie, on a bien sûr dû fermer les portes, mais on a conservé des caissons moulurés en bois pour rappeler l'existence de ces lieux-là. Donc, il y a vraiment eu très peu de modifications effectuées là, au style d'origine là, du bâtiment. À l'intérieur, maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de choses aussi qui ont été conservées. C'est vraiment, on va appeler ça comme une œuvre d'art aussi. Oui, bien en fait, il y a l'intégration de l'art à l'environnement, c'est ce qu'on appelle souvent la loi du 1%. On a fait une œuvre qui s'appelle Air de famille de l'artiste Natacha Gagné. Donc, ce sont plusieurs fragments d'iris qui recomposent des iris, ainsi qu'une empreinte de doigt. Donc, ce sont des vitraux et qui représentent 22 familles sur 3 générations. Donc, ça met en valeur le patrimoine de toute une communauté. Donc, si on voit cet édifice-là dans son contexte actuel, c'est aussi un édifice qui s'inscrit dans un quartier, un environnement bien préservé. Donc, on a la Cabotière, on a l'église Sainte-Marie, on a le presbytère. Donc, ça donne une ambiance particulière. Donc, c'est pas un édifice qui est dans un contexte complètement différent. Il s'inscrit dans un quartier bien préservé et tout ça. Donc, tant l'extérieur que l'intérieur là, sont d'intérêt. Alors, ça sera surveillé. On invite les gens à venir faire leur tour à la Maison des bâtisseurs. Anne-Julie, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À tous et à toutes, merci d'avoir été des nôtres. Ici Mélissa Raté. Au nom de toute l'équipe, on se revoit bientôt pour une autre émission de Mémoire de lieu. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.